Vous écoutez RCJ Midi, c'est l'heure de lire à la politique. Eugénie Bastier est au micro de Luce Perrault. Bonjour Rudy, Eugénie Bastier, bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour votre livre publié chez Robert Laffont, La guerre des idées. Bonjour, Alors, monsieur. la guerre des idées, qui fait la guerre à qui ? En gros. Voilà, on est obligé de schématiser, nos auditeurs ne savent pas peut-être très bien, et je ne voudrais pas que le titre les déroute. Oui, alors la guerre des idées, c'est en fait, ça décrit cette espèce d'espace public français où les intellectuels s'affrontent effectivement à coups de prise de position dans l'espace public. Ça peut être des livres, ça peut être des tribunes, ça peut être la télévision. Enfin, et on a cette spécificité. Des tweets Des tweets. maintenant. Ils sont pas beaucoup sur Twitter, mais ça va venir. Cette spécificité française qui est cette espèce de guerre des idées très très vive et qui, je pense, se retrouve pas forcément dans les autres pays, notamment anglo-saxons, où on a ces espèces des intellectuels des universitaires qui ne se cantonnent pas au monde des campus, D'échanger, à de l'université, défendre des idées. mais qui interviennent dans la vie de la cité. Et je crois que c'est ça un peu la définition de l'intellectuel à la française. C'est celui, pour reprendre la définition de Sartre, c'est celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Heureusement. Heureusement, oui, et qui, au nom de son magistère ou de son œuvre qu'il a eue dans un domaine particulier, va s'engager dans la vie de la cité et prendre la parole pour s'engager pour des causes. Mais c'est un retour des intellectuels, parce qu'on les entendait... Enfin, il y avait quand même une sorte d'apaisement, il n'y avait plus de guerre, on discutait d'une manière très civilisée. Oui. Donc l'intellectuel est de retour, il se fait entendre, il se bat. Est-ce que c'est pour répondre au vide sidéral des partis politiques qui ne proposent pas d'idées nouvelles, de réflexion sur la société, qui n'ont pas des grandes propositions transcendantes ? Oui, alors je pense qu'effectivement, l'absence de substance de la politique aujourd'hui, qui est souvent soit très technocratique, soit dans la communication permanente et dans l'immédiateté, dans la démagogie, fait qu'effectivement, il y a un attrait pour les intellectuels qui donnent des clés de lecture du monde que les politiques n'offrent plus, parce qu'ils ont perdu justement cette généalogie intellectuelle, l'habitude de penser. Et après, je crois aussi que le retour des intellectuels, il est en parallèle du retour de l'histoire, en fait. Parce qu'en fait, ce que je décris dans mon livre, c'est ce mouvement depuis le début des années 2000, où on a un retour du tragique, un retour de l'histoire, et donc un retour des batailles idéologiques violentes, alors que les années 80-90 étaient très apaisées parce qu'il y avait cette espèce d'illusion de la fin de l'histoire, ce que la philosophe populiste Chantal Mouffe a appelé l'illusion du consensus, un peu cette pensée unique, c'est-à-dire des gens en fait de centre-gauche et de centre-droit qui dialoguaient entre eux et qui finalement, en fait, c'était très apaisé, mais en même temps, c'était assez monochrome. Alors que depuis, finalement, les années 2000, il y a un retour d'idées antagonistes dans le débat public et des gens qui sont vraiment pas d'accord. Alors le problème, moi je dis que c'est à la fois bien parce qu'à nouveau, les idées gouvernent le monde, il y a à nouveau un débat substantiel, et en même temps, pour le pire, parce qu'il y a ce sectarisme, cette violence qui sont en effet très, parfois inquiétantes. Mais l'intellectuel, c'est quand même une figure spécifiquement française. Tous les présidents de la République, tout homme politique qui veut se faire entendre ou obtenir une certaine notoriété, écrit un livre. De Gaulle, c'est le personnage de la Résistance, mais c'est aussi Au fil de l'épée, Mémoire d'espoir. François Mitterrand, c'est Ici et maintenant, L'abeille et l'architecte, Le coup d'État permanent. Meilleur livre politique que j'ai jamais lu, me semble-t-il, quoi qu'on pense des idées. Mais c'est quand même l'intellectuel est une tradition française. Alors, et les hommes politiques se voulaient intellectuels. Tout à fait, c'est une tradition française, et je pense que, effectivement, le mot intellectuel est né pendant l'affaire Dreyfus, comme une insulte d'ailleurs. Dreyfusard contre anti-Dreyfusard. Voilà, c'est Barrès qui qualifie d'intellectuels les écrivains universitaires qui prennent parti qui suivent Zola. Qui suivent Zola, et dit, en fait, vous êtes intellectuels, c'est-à-dire vous êtes détachés en fait, du sens commun, vous êtes dans l'abstrait, et vous êtes éloigné du peuple. Et c'est là où naît cette fonction de l'intellectuel qui va intervenir dans le débat public, sans d'ailleurs connaître forcément le sujet auquel
pour lequel il s'engage, parce que Zola n'était pas spécialiste de l'affaire Dreyfus. Parce qu'aujourd'hui, on critique beaucoup les philosophes médiatiques en disant « Ah, mais ils y connaissent rien, ils interviennent dans le débat public. » Mais bon, Zola, il n'était pas spécialiste du droit ou de la chose militaire, il s'est quand même engagé pour Dreyfus au nom justement du prestige accumulé en tant qu'écrivain. Mais je pense que ça remonte même avant, parce que quand on regarde par exemple les philosophes des Lumières, ce sont des intellectuels qui ont pensé la politique, et l'événement de la Révolution française est un événement intellectuel par excellence. C'est-à-dire que quand les révolutionnaires... Inspiré justement par les Lumières. Oui, et quand les révolutionnaires prennent le pouvoir, c'est très intéressant. Vous voyez, les députés révolutionnaires, ils parlent comme des philosophes. Ils ont des concepts. Et c'est presque d'ailleurs l'événement pur où d'une politique qui vient, qui est purement intellectuel, qui vient des intellectuels, qui a été théorisé de façon, c'est la table rase, un programme politique théorisé notamment par Rousseau, dont s'emparent des politiques et qui le mettent en œuvre. Et je pense d'ailleurs on a un peu la nostalgie en France de cet événement par excellence qui est le projet révolutionnaire pensé par des intellectuels. Et aujourd'hui, souvent les intellectuels courent un peu après la Révolution. On est loin des Lumières quand même aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. Donc, Gaël Brustier avait publié il y a quelques années le mai 68 des conservateurs. Oui. Donc, la droite, qui ne se faisait pas beaucoup entendre, il faut dire qu'avec la chute du mur de Berlin, la naissance des nouveaux philosophes, tout ça peut-être faisait qu'elle n'avait plus tellement de choses à dire, elle était privée de ses meilleurs ennemis. Oui, c'est ça. Et donc, elle se fait entendre de nouveau. Oui. Comment ces penseurs se sont-ils imposés ? Il y a le retour aussi des catholiques. Oui. Très important, oui. Sur le plan politique, et qui sont derrière ces intellectuels de droite. Oui, ce qui est intéressant, c'est que la droite, finalement, est moins à l'aise. Il y a moins d'intellectuels de droite que d'intellectuels de gauche dans l'histoire, parce que je pense justement que la droite est plus dans l'empirisme, dans le pragmatisme, que dans l'idéologie. Dans la gestion. Et voilà. Et souvent, elle se cantonne à la gestion des choses, plutôt que de penser une espèce de programme comme ça, abstrait, utopique, qui est quand même la définition même de la gauche. C'est-à-dire, la gauche veut transformer le réel, donc elle pense un autre monde. Alors que la droite est plutôt... Changer la vie. Voilà, changer la vie, disait Mitterrand. Nous célébrons le 40e anniversaire. Et la droite ne veut pas changer la vie, elle veut gérer un peu les affaires courantes. Et du coup, souvent, elle s'est désintéressée du monde intellectuel, à mon avis, à tort. Et c'est vrai qu'elle a été aussi, parce qu'il y a eu une disqualification intellectuelle de la droite suite à sa compromission dans le régime de Vichy. Et donc, cette droite intellectuelle, notamment l'Action française, s'est déshonorée à Vichy. Et du coup, la droite après-guerre a été complètement paralysée. Intellectuellement, il y a eu une espèce de purge aussi. C'est-à-dire que tous les intellectuels de droite ont été purgés. Et du coup, elle s'est cantonnée aux affaires économiques ou à la dénonciation du communisme. Légèrement purgée. Il en restait quelques-uns quand même. Oui, mais pas beaucoup quand même. L'hégémonie communiste après-guerre est quand même à l'université et écrasante, beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Et donc il y a eu cette espèce d'étiolement intellectuel de la droite, et c'est vrai qu'il y a un phénomène de retour depuis, je dirais, l'orée des années 2000. Effectivement, on a vu ça commencer aussi sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, où Nicolas Sarkozy a désenclavé finalement l'idéologie de droite. Souvent, la droite avant Sarkozy était plutôt... c'était un peu la même chose que la gauche. Chirac était quand même dans ses valeurs, etc. Sarkozy a remis, par exemple, le procès de mai 68, la figure de la nécessité de l'autorité, la question de la sécurité centrale, les racines chrétiennes de la France, qu'il a remis sur le tapis. Tout ça a préparé effectivement un renouveau conservateur. Le problème de l'identité. Le problème de l'identité, tout à fait. Et après, donc je développe tout ça, et l'idée aussi que Nicolas Sarkozy a été le premier à dire politiquement la nécessité de gagner la bataille culturelle. Il a cité Gramsci en disant il faut gagner la bataille, la droite doit gagner la bataille des idées. Gramsci, communiste italien. Oui. Qui parlait de l'hégémonie culturelle. L'hégémonie culturelle, c'est finalement... il s'érigeait contre l'idée de Marx selon laquelle tout était que structure économique. Il disait que la culture était très importante. Et il prenait d'ailleurs exemple sur l'Église catholique, dont l'hégémonie culturelle était en Italie très très forte. Il disait nous devons conquérir la culture, l'hégémonie culturelle, pour ensuite transformer la société, gagner les urnes. Et Nicolas Sarkozy a repris ça en disant qu'il fallait faire un gramschisme de droite, c'est-à-dire que la droite devait s'intéresser aux idées et gagner la bataille culturelle. Et depuis, on a un retour de la droite dans la vie des idées. Dans le débat. Dans le débat, ce qui était effectivement... On n'osait pas se dire de droite. Voilà, aujourd'hui, il y a des intellectuels qui se disent de droite, qui se disent même conservateurs, alors qu'en France, le mot conservateur est très péjoratif.
c'est un peu une insulte, alors que dans les pays anglo-saxons, vous avez des partis qui se disent conservateurs, il y a toute une tradition de pensée conservatrice. En France, on a cette espèce, on est la nation révolutionnaire par excellence, le conservatisme est un peu infamant, mais on voit qu'il y a, voilà, les choses parce que toujours relié au problème de ce qui s'est passé avec Vichy. Même avant. Et puis de ce qui s'est passé avec la cagoule, l'avant-guerre. Oui, même avant, je pense qu'en France, on est quand même le pays révolutionnaire par excellence où les conservateurs sont considérés toujours comme ceux qui ont un train de retard sur l'histoire. Ça a été très, très visible au moment de la fête du bicentenaire de la Révolution. Oui. Ça, c'est vraiment... on pouvait le lire dans la manière dont ça a été fêté. Le fait que la Révolution était encore très très présente dans la manière l'adhésion des Français, mais là où des Français aux valeurs des Lumières. Oui. Mais là, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, je pense que justement cette grande idée qui était l'idée centrale de la gauche, l'idée de la Révolution, elle perd un peu de crédit dans l'espace public. C'est-à-dire que l'opinion, en effet, on le voit, devient de plus en plus conservatrice. Et le désir de protection, de limite, de sécurité, de conservation, l'emporte sur le désir de changement, de transformation, de révolution. Et ça, c'est très présent dans l'électorat. Et je pense que c'est une des raisons majeures pour laquelle la gauche, aujourd'hui, s'effondre. Et même, d'ailleurs, les écologistes qui sont un peu une nouvelle utopie. Pourquoi ça ne prend pas l'utopie écologiste ? Parce qu'elle se veut révolutionnaire. Elle se veut, c'est de la table rase, elle veut tout changer, alors qu'on est dans une période de trouble et de crise où les Français ne veulent pas tout changer, ils veulent conserver ce qui peut encore l'être. Il y a aussi, avec le problème des grandes vagues migratoires actuelles, le problème de la peur de dissolution culturelle. Les Français ont peur de perdre leur langue, de perdre leur identité culturelle. Ça a joué énormément. Oui, je pense qu'il y a plusieurs... Et ça a été quand même très mal dénoncé. Oui, et je pense que ce qui fait aussi que la droite est de retour dans le débat des idées, c'est pas seulement qu'elle a des idées, c'est que le réel aussi lui donne raison, notamment sur le désir de sécurité, d'identité, de frontières. Effectivement, il y a eu le 11 septembre, il y a eu les attentats terroristes en France, il y a eu les vagues migratoires, et il y a cette impression que la continuité historique de la France est menacée par une forme de désagrégation de la cité, par une absence de ce qui fait commun. L'art d'être français. L'art d'être français, tout à fait. Et c'est ça qui est très frappant aujourd'hui. Et d'ailleurs, moi, ce qui me frappe dans la vie intellectuelle aujourd'hui, c'est cette espèce d'archipélisation, pour reprendre le mot de Fourquet, le mot de Jérôme Fourquet, de l'archipel français. Il y a aussi une archipélisation de la vie intellectuelle, c'est-à-dire que à la fois il y a plus d'options idéologiques sur la table différentes, mais ces options ne dialoguent pas entre elles, ne se parlent pas entre elles, elles ont chacune leur public, et c'est ça qui est assez frappant. Et vous savez, on prend souvent l'exemple de l'affaire Dreyfus pour dire à quel point la vie intellectuelle était violente. En effet, les gens, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards se battaient à coups de canne dans le quartier latin. Ils étaient il y avait une violence dans la vie intellectuelle très très forte. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En 14-18, ils sont allés mourir ensemble, anti-Dreyfusards et Dreyfusards, sur le front, pour la France. Nation. Pour la nation. Et ils se sont réconciliés, antisémites et la nation était une valeur de gauche sont morts, à l'époque. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on se dit... Entre les gens qui ne se parlent pas aujourd'hui, les gens de bords opposés, qu'est-ce qui pourrait les réconcilier ? Quelle est la transcendance qui pourrait mettre d'accord des gens furieusement opposés ? Comme en 14-18. Et c'est ça qui me frappe aujourd'hui. C'est entre un décolonial qui déteste la France et pense que c'est une nation colonialiste, et un conservateur... prenons par exemple Alain Finkielkraut, que vous connaissez bien, qui défend la continuité de la France. Il n'y a aucun point commun. Et en fait, même cette transcendance qu'était la France ne pourrait plus les réunir. Et c'est ça qui m'apparaît très dangereux dans le moment actuel. Il n'y a plus de consensus. Il n'y a plus de causes qui transcendent les désaccords. Alors, mais il y a donc un retour de la droite, du pouvoir intellectuel à droite. La gauche se radicalise, et face à cette radicalisation de la gauche, émerge ce que Jacques Julliard appelle le tiers-parti intellectuel. Oui. Et ça commence à pointer avec l'affaire du voile.
En 89. En 89. Oui, alors l'affaire du voile à Creil. L'affaire du voile de Creil, vous avez 3 intellectuels de gauche, Régis Debray, Elisabeth Badinter et Alain Finkielkraut, qui font une tribune dans le Nouvel Obs en disant « Prof, ne capitulez pas » et en invitant l'éducation nationale à ne pas céder à l'entrisme du voile à l'école. Et là, vous avez une grosse division à gauche entre ceux qui, voilà, comme Badinter, Debray et Finkielkraut disent non au voile. Universaliste. Et par exemple, SOS Racisme qui défend les jeunes filles voilées et qui est plutôt dans un identitariste, dans un droit à la différence, dans un multiculturalisme à l'anglo-saxonne. Ouais. Et cette faille, donc elle commence à ce moment-là, elle n'a cessé de s'élargir depuis maintenant jusqu'à ces la fracture est consommée. Jusqu'à ce qu'on appelle, ce que Manuel Valls a appelé les deux gauches irréconciliables et qui effectivement n'ont plus rien en commun et qui aujourd'hui se détestent plus d'ailleurs même entre elles que la droite et la gauche. Et donc il y a toute une partie de la gauche qui s'est progressivement détachée de son camp. C'est par exemple des gens, oui, comme Finkielkraut, Badinter, Pascal Bruckner, Caroline Fourest, etc., qui ont été d'ailleurs décrits par leur propre camp comme des réactionnaires, ou comme on les a accusés d'avoir dérivé. Manuel Valls, évidemment. Et en fait, ce sont des gens qui ont finalement mis à jour leur logiciel face au réel. Ils ont accepté finalement de se remettre en question et de faire un aggiornamento idéologique. Et donc, par exemple, de voir ce qu'il fallait voir, comme disait Peggy, face à l'islamisme, face au multiculturalisme, et ils ont un peu rendu leur carte au parti, un peu comme l'intelligence française l'a fait, un peu le même mouvement qu'au XXe siècle où vous aviez toute l'intelligence française qui était au Parti communiste et qui progressivement s'en est détachée face à la révélation des crimes du Goulag ou l'archipel. Le Goulag. Ouais. Petit à petit, tout le monde a rendu sa carte et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Alors même qu'il y a alors à mesure qu'une partie de l'intelligence de gauche finalement ouvre les yeux, il y a une autre partie de l'intelligence de gauche qui se radicalise et qui devient encore plus extrémiste sur les questions. L'acmé de cette crise chez les intellectuels de gauche, c'est quand même les crimes de Marat à Toulouse. Oui, Charlie Hebdo. C'est le Bataclan, les terrasses des cafés, Charlie bien évidemment. Oui. Donc il y a une gauche pro-Charlie et une gauche Mediapart en quelque sorte. Exactement, c'est comme le dit Alain Finkielkraut, il parle du parti du sursaut et du parti de l'autre. Bah oui, c'est ça. C'est un peu ça. Malheureusement, c'est un peu ça. Ça a l'air caricatural, mais ça ne l'est pas. Et on voit qu'aujourd'hui l'opposition est très 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 violente sur ce sujet et j'allais dire d'ailleurs c'est une spécificité française parce que aux États-Unis la gauche libérale universaliste est complètement avalée et ultra marginalisée par ce qu'on appelle le mouvement woke. Donc la cancel culture. Voilà, cette gauche décoloniale qui veut faire le procès de l'homme blanc, qui est extrêmement identitariste dans le mauvais sens du terme et elle est complètement marginalisée aux États-Unis alors qu'en France je trouve, et c'est un peu ce que j'ai décrit dans mon livre, il y a ce phénomène de résistance parce que il y a cet héritage universaliste des Lumières, il y a je pense d'ailleurs un attrait justement pour la raison et pour le débat d'idées qui fait qu'on a des arguments, alors qu'aux États-Unis il y a une espèce les campus sont submergés par l'émotion, par la culture de l'émotion, par le témoignage, on peut même plus raisonner sur ces sujets de la race, du genre, on est dans la... C'est presque religieux, alors qu'en France, on a encore un attachement un peu à l'argumentation, à la raison, peut-être parce qu'on est le pays de Descartes, et on est un pays où c'est plutôt la déraison qui triomphe actuellement que la raison. Je trouve que, moi, j'essaie de dire dans ce livre qu'il y a des raisons d'être optimiste et qu'on est mieux lotis peut-être en France que dans... C'est en France qu'on résiste le mieux. Qu'on résiste le mieux parce que, justement, je pense qu'on a un attachement à la rationalité. Peut-être parce que Descartes, parce qu'on a cette culture du débat qui fait que on ne se laisse pas forcément avoir par ce chantage à l'émotion permanent. Donc, avec toute cette explosion et ce radicalisme, à droite aussi comme à gauche, naissent deux lames de fond, le populisme de droite, le populisme de gauche. Ça donne politiquement les gilets jaunes d'un côté, qui n'ont jamais su formuler de propositions politiques, et ça donne le soutien la France insoumise, aux damnés de la terre radicalisés, si on veut dire,
au détriment du peuple de gauche et de la classe moyenne. Oui. En gros, c'est ça. Oui, alors le mouvement des Gilets jaunes, c'est intéressant parce que il a mis sur la table des gens qui étaient un peu absents du débat d'idées. C'était un peu les grands oubliés du débat d'idées, c'est-à-dire cette classe, cette France périphérique, comme le dit Christophe Guilly, qui est un des rares intellectuels à en avoir parlé. C'est la France périphérique. Oui, la France finalement des petits blancs qui ont quitté les banlieues et qui se sont installés dans ces zones pavillonnaires et qui n'intéressaient pas le grand récit médiatique qui était soit axé sur les minorités, soit sur finalement les problèmes de l'élite, c'est-à-dire l'écologie, de l'élite parisienne engagée. Et donc, ils sont surgis comme ça engagés et fans de nouvelles technologies, ça compte beaucoup dans la fracture. Oui, ils ont surgi comme ça dans le paysage. Elle est mondialisée, cette élite. Oui, tout à fait. Et ils ont surgi dans le paysage, ces Gilets jaunes, et c'est vrai qu'ils ont remis sur la table une question qui avait un peu disparu, ce qui est la question sociale et économique. Parce que on était vraiment dans des débats beaucoup plus sur l'identité, sur l'antiracisme, le féminisme. Et ils ont fait rentrer cette question sociale et qui effectivement se pose aujourd'hui parce que on vit en fait la fin de la mondialisation heureuse depuis 2008, la crise de 2008, et on se rend compte que le grand rêve libéral d'une mondialisation qui allait finalement rendre tout le monde plus heureux, et même s'il y avait des inégalités, on comblerait les inégalités des plus pauvres par la richesse que ça allait créer pour les plus riches. On voit que ça n'a pas été le cas puisqu'il y a eu un déclassement des classes moyennes en Occident. Par exemple, aux États-Unis, vous avez eu pour la première fois un recul de l'espérance de vie dans les classes populaires blanches. Et ce qui a donné d'ailleurs Trump. Et les populistes récupèrent cette angoisse et cette espèce d'échec finalement de la mondialisation et ce déclassement des classes moyennes occidentales qui a été très fort et qui longtemps a été ignoré, il faut le dire, par les élites. Les élites qui, quand même, contrairement aux autres élites, en France, elles lisent, heureusement. C'est vrai. Elles écrivent et elles lisent. Donc, j'aimerais qu'elles lisent plus, quand même. Autre domaine où ces nouvelles fractures intellectuelles se manifestent gravement, c'est la bataille des historiens. Ah oui. Ah ça, c'est formidable, quand même. Oui, alors la question du roman national, qui en France est très... Et là aussi, c'est une spécificité française, je pense, de se battre autant autour de l'idée de roman national. Et ça a commencé, encore une fois, sous Nicolas Sarkozy, quand il a voulu faire ce grand débat sur l'identité nationale. Il a dit qu'il allait créer un musée de l'histoire de France. Et là, toute une série d'historiens de gauche se sont érigés contre cette idée en disant que pas des moindres, ça allait être excluant de parler de l'histoire de France, que ça allait être finalement, on allait remettre au goût du jour le vieux roman national inventé par la gauche, sous la Troisième République, pour justement souder le peuple français et en finir avec le grand récit de la monarchie. On allait inventer un nouveau récit. Récit national. Le récit national, et qui a été inventé par la gauche et qui est aujourd'hui défendu par la droite, parce que la gauche l'a complètement détricoté et s'est donné pour but justement de le déconstruire. Et de déconstruire pourquoi ? Pour laisser place à un nouveau récit qui est celui de la fable multiculturaliste. C'est-à-dire finalement, nous ne sommes pas une nation unie avec autour de valeurs ou avec une histoire commune. Nous sommes finalement un territoire où passent des populations qui se mélangent, et c'est un peu le livre de Patrick Boucheron sur l'histoire mondiale de la France, où il grande figure du Collège de France, qui a publié un livre qui s'appelle l'histoire mondiale de la France, où il décrit la France finalement comme un territoire traversé par des populations qui a débuté non pas avec le baptême de Clovis, mais dans la grotte de Chauvet, avec cette humanité migrante et métissée, comme il dit. Et finalement, la France, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien, c'est juste un territoire où passent des gens. C'est un peu l'idée qui transparaît de ce livre. Et donc on a cette bataille des historiens entre d'un côté ceux qui disent mais finalement oui, on a besoin, ne serait-ce d'ailleurs que pour transmettre l'histoire, d'avoir un cadre national, un récit qui soit autour de grandes figures, de grandes dates, qui unissent comme ça un récit commun, parce que nous sommes faits de récits là, et l'idée même de pouvoir vivre en commun, c'est d'avoir ce récit. C'est à ça que sert l'histoire. D'où la bagarre sur Napoléon actuellement. Parce que qu'est-ce qui se joue dans cette idée du roman national ? C'est qui nous sommes en fait. Et cette question, elle est politique par évidence. Qui nous sommes, et autant pendant alors l'enjeu du roman national sous la Troisième République, c'était plutôt la bataille entre finalement ceux qui pensaient les monarchistes et les républicains, ceux qui pensaient que l'histoire
avait commencé avec les Gaulois et ceux qui pensaient qu'elle avait commencé avec Clovis. Aujourd'hui, l'enjeu de la bataille du roman national, c'est finalement la question de l'immigration. C'est-à-dire, est-ce que, comment intégrer les immigrés récents dans ce récit national? Comment faire qu'ils se sentent français en leur transmettant ce récit national? C'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui de cette bataille. Alors, dernière bastion qui était un bastion de gauche et qui comptait justement les Elisabeth Badinter et Elisabeth de Fontenay, tout dans ses Gisèle Halimi, dans ses rangs, c'est les nouvelles voies du féminisme, la guerre au mâle blanc. Ah oui, c'est... Qui est quand même assez ahurissant, la manière dont a été fustigée Catherine Deneuve quand elle a plaidé pour un féminisme apaisé. Oui, tout à fait. Et là aussi, c'est une bataille très française. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France où il y a un peu cette guerre des féminismes, entre un féminisme un peu universaliste, vieille école, j'allais dire, parce que souvent d'ailleurs c'est un clivage générationnel qui pense que effectivement il faut se battre pour l'égalité de droits entre hommes et femmes, mais que la déconstruction tout azimut n'est pas le programme du féminisme et la lutte contre le mal blanc n'est pas le programme du féminisme, et ce nouveau féminisme radicalisé qui est dans cette vision extrêmement conflictuelle de l'histoire où finalement c'est un jeu à somme nulle où les hommes doivent perdre pour que les femmes puissent gagner. Et moi je trouve ça extrêmement dangereux. J'avais écrit d'ailleurs mes 2 précédents livres sur la question du féminisme parce que ça introduit dans la société une conflictualité énorme qui est complètement stérile à mon sens. Pour terminer très vite, Eugénie Bastier, on n'a pas le temps de tout évoquer, ni le trompisme, ni tout ça, mais dommage. Mais nos libertés, en fait, le combat, cette radicalisation fait que quand même, quelque part, nos libertés sont menacées, surtout la liberté d'expression. Oui, et moi, ce livre est une ode à la liberté d'expression. Je pense qu'en effet, elle est menacée aujourd'hui par, c'est ce que j'appelle un sectarisme compassionnel, c'est-à-dire cette montée du droit à ne pas être offensé, c'est-à-dire certaines opinions. Le fait même d'énoncer certaines opinions serait en soi une blessure pour des personnes, et en fait on peut plus parler librement de certains sujets parce qu'ils sont estimés blessants. Et je crois pas au débat pour le débat, mais je crois simplement que le débat il est nécessaire et utile pour faire avancer la politique et la vie de la cité et l'accès à la vérité. Si on est bâillonné, on n'a pas de chance d'atteindre la vérité, et je crois que le débat est nécessaire et que la guerre des idées est précisément l'alternative à la guerre civile. On entend beaucoup de gens qui disent finalement la libération de la parole sur certains sujets va conduire à la violence. Moi je crois que c'est l'inverse, c'est-à-dire que parler, ça empêche de recourir aux armes. Bien sûr. Et la guerre des idées est l'alternative à la guerre civile. Freud l'avait déjà dit. Donc on peut résumer le propos de votre livre par Raymond Aron revient, ils sont au secours, ils sont devenus... Tout à fait, oui, c'est vrai. Et la figure de Raymond Aron, du spectateur engagé, me semble être la figure la plus juste de l'intellectuel. Eugénie Bastier, La guerre des idées, chez Robert Laffont, décapant, percutant, informé, il faut le lire. Merci beaucoup.